Monsieur Georges Sarkman, bonjour. Bonjour. Votre, on va dire, second livre sort bientôt, Oui, pour la fin de ce mois. à la fin de ce mois. La question c'est, on vous connaît beaucoup plus dans le monde des affaires, et là vous allez dans un secteur, on va dire, un terrain glissant, le terrain littéraire. La question c'est toujours de savoir pourquoi, Littéraire? Non, en quelque c'est sorte. pas de la littérature. Bah, vous savez, bon, à un moment donné, on raconte sa vie. C'est-à-dire que on a tellement dit de choses qui n'étaient pas réelles que j'ai préféré l'écrire moi-même, au moins comme ça, je sais que ce que je dis, c'est réel. Alors, en avant-première, quel sera le particularisme on va dire, hein, de ce nouveau livre, Bah, il était mis de à ce nouveau jour. genre littéraire, si on Non, peut dire. non, en fait, c'est un livre, on m'a demandé, un éditeur m'a proposé de le rééditer. Je l'ai relu et j'ai trouvé qu'il fallait l'actualiser. Il y avait des corrections à faire, mais surtout l'actualiser. Voilà, c'est tout. J'ai rajouté quelques paragraphes sur des choses récentes comme l'Irak, l'Iran, l'Irak, la Côte d'Ivoire, puis même une histoire française. Alors on va commencer par l'actualité. Qu'est-ce que vous avez rajouté sur la Côte d'Ivoire, Ben, c'était avant les derniers événements. avant les derniers événements? Donc c'était au sujet de, à un moment donné, ça se passait il y a 2-3 ans, et l'entourage du président Gbagbo, il y avait des personnes qui n'étaient peut-être pas tout à fait correctes ou honnêtes, et on m'a fait un contrat, soi-disant sur les instructions du président, et qui s'est révélé être un faux contrat, faux, simplement pour m'amener à payer des commissions d'avance. Voilà, il n'y a jamais eu de contrat réel. Est-ce qu'en avant-première, on peut savoir qui étaient les commanditaires de ce faux contrat? Oui, il s'appelait JJ. Monsieur Djezé. JJ. Ah, il paraît qu'il y en a plusieurs. Moi, je Tout à sais fait, pas. justement, c'est le cas. Ouais. Alors, Benjamin, moi, il s'appelait, Mhm. qui écrivait sur papier en tête de la présidence, directeur de cabinet ou du cabinet du président. Ah non, mais j'ai les documents encore. Hein. Vous avez les documents. Bon, ça, c'est une révélation choc, vu les temps qui courent par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, mais, oui. Et alors, il y a eu, évidemment, tant que je me suis fait piéger, ça m'a coûté presque 1 million d'euros, hein, cette histoire. Ils m'ont même pris de l'argent en se disant pour donner à Madame Simone, parce qu'il fallait payer une commission à Madame Simone. Alors, ils m'ont pris de l'argent pour ça. Je ne sais pas si elle a eu cet argent, j'en sais rien. Hein. Moi, je n'ai jamais parlé avec Madame Simone à ce sujet-là. Et puis, au bout de quelque temps, je me suis quand même informé, je me suis rendu compte que c'était une affaire, un faux contrat. Enfin, c'était faux. Donc, je me suis adressé à quelqu'un qui était un colonel qui s'occupait de la sécurité là-bas, qui était un monsieur très bien, de l'entourage de Gbagbo, qui a fait une enquête. Il a arrêté plusieurs personnes. Et il a poursuivi son enquête, et ben, ce monsieur, ben, il est mort un jour. Alors, ça me paraît bizarre. Ah, le colonel qui faisait l'enquête. Qui faisait l'enquête, et ben, il est mort, évidemment, il n'y a plus d'enquête. On va dire porté disparu. Est-ce qu'on a retrouvé le corps? Il est Ouais, mort. oui, je crois on m'a dit, moi, qu'il avait attrapé je sais pas quoi. Une fois, il avait une méningite foudroyante, et l'autre fois, c'était un accident de voiture. La réalité, je sais pas. Hum. Et s'il fallait, enfin toujours sur la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que l'actualité actuelle, ce qui se passe en Ouais. Côte d'Ivoire, pourrait être une réactualisation de l'actualisation de votre livre? Ben, moi, j'ai pas de contrat, il n'y a pas de contrat, à ma connaissance, avec la Côte d'Ivoire, sauf qu'ils ont essayé d'acheter du matériel en Amérique, et puis qu'ils se sont fait piéger parce on leur a saisi l'argent, ils n'ont pas eu de matériel, et on a arrêté un colonel, je crois. Un colonel, un colonel de la marine, je crois, ou chose comme ça, un commissaire de la marine qui avait été envoyé en Amérique pour, soi-disant, réceptionner le matériel. Mais comment peuvent-ils aller aux États-Unis sachant qu'il y a un embargo déclaré par les États-Unis? Ben, oui, il faut être stupide, ou alors il faut, je sais pas. Là, c'est difficile de se faire une idée. Hum. Ouais, je sais pas. J'ai jamais compris comment on peut faire ça. Est-ce que ce n'était pas une histoire montée aussi? C'est-à-dire que comme un faux contrat vous a été Ben, ça peut être, adressé, oui, est-ce que ça ne peut pour pas prendre- être ce pour type prendre de chose? l'argent, pour sortir de l'argent. Mhm. Mais là, l'argent a été saisi par les douanes américaines. D'accord. Alors, avant d'aller au second chapitre que vous avez actualisé, quel est votre point de vue sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire?
Ben, moi, j'ai une vue assez particulière là-dessus. Et bon, il y a peut-être des reproches à faire au président Gbagbo, mais je pense qu'il vaut mieux encore faire un accord avec lui que faire un accord avec celui du Nord, hein. Enfin, moi, c'est mon impression, parce que j'ai l'impression que celui se dit élu par le Nord, c'est la porte ouverte à des magouilles qui vont être bien différentes de celles qui sont actuellement. Mais c'est pas le point de vue de la communauté internationale, on le prend pour... Ah ben enfin, oui, c'est un gestionnaire, ah ben patron oui, du FMI. Non, pas pour moi, hein. Moi non. Pour moi non. Ça va être la porte ouverte à un gros risque. Un gros risque. Pour la Côte d'Ivoire et pour tout l'Ouest africain. On risque bien évidemment que vous ne voulez pas énumérer ici. Alors, il y a un autre chapitre que vous avez actualisé sur l'Iran et l'Irak. L'Irak, principalement. Quelles sont les révélations que les gens doivent s'apprendre après l'Irak, d'abord j'explique dedans, dans ce chapitre, comment les Américains ont gagné la guerre en Irak. Parce qu'ils ne sont pas battus en Irak, hein. La guerre a été gagnée d'avance pratiquement, hein, par une convention privée ou secrète. Mais surtout, je parle là, des armes de destruction massive. Censé posséder, qui étaient censés, posséder l'Irak. Qui ont bien, oui, bien sûr. Qui ont bien existé. Comment ça se fait qu'on ne les ait jamais retrouvés? Parce qu'ils sont restés, il y en a eu en Syrie et en Jordanie. Elles ne sont pas arrivées comme prévu jusqu'en Irak. Jusqu'en Irak, par peut-être sabotage, j'en sais rien. C'est pas arrivé jusqu'en Irak. Donc physiquement, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Pas dans le pays même. Mais elles étaient en voie d'être acheminées. Elles étaient achetées, payées, elles venaient de Biélorussie. Je donne tous les détails dans le paragraphe. C'est un paragraphe explosif, alors, si je comprends bien. Bon, explosif, non, vous savez, vous verrez, c'est assez intéressant de voir comment on travaille les services américains ou anglais à ce sujet-là. Mais à propos des services américains et anglais, vous avez sans doute entendu parler du site Wikipédia qui déverse en ce moment sur oui, mais je vois notes. Pourquoi on poursuit ce monsieur qui fait un travail, mais pourquoi on ne poursuit pas ceux qui ont été légers et qui ont laissé sortir les documents? Parce que les documents, il n'a pas été les volés dans les bureaux. On lui a bien communiqué, ou il se les a procurés. C'est ça qu'il faut voir, c'est la source qu'il faut regarder. C'est pas celui qui les a divulgués. Est-ce que les révélations de votre livre auront la même ampleur, enfin pour vous, ou peuvent avoir la même ampleur en termes de déclarations fracassantes que ce que Wikipédia dit? Ça n'a rien à voir. Vous ne pensez pas que ça pourrait ébranler la République? Non. Quelle République? Non, je pense pas. Vous ne pensez pas? Non. En dehors de la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, quelles sont les autres révélations qu'on peut s'attendre à voir dans votre livre? Ah ben là, je mets dans le livre justement le prochain livre que je suis en train de commencer là, sur différentes choses, sur différents chapitres qui vont être faits. Il faut compter 6-8 mois pour le faire. 6-8 mois pour le faire. Ouais. Une avant-première quand même. Oui, pour nous mettre l'eau dans la... Il y a sur la quatrième de couverture, j'annonce les chapitres. De celui qui va sortir. Oui. Vous annoncez les chapitres du prochain. Voilà, c'est ça. C'est assez explosif? Non, explosif. Oui. Bon, alors, vous travaillez avec beaucoup de pays, et le continent africain particulièrement. Sur le plan géopolitique, quel est votre regard? Mon regard, il faudrait peut-être laisser ces pays-là se débrouiller tout seuls, hein, pour résumer la situation. Ne pas toujours vouloir intervenir. En Europe, la France, pour se faire son unité, elle s'est battue seule. Hein. Même entre nous, on s'est battu, c'est normal. Bon, il faut que ces pays-là, ils passent par le même chemin. Et pourquoi vouloir intervenir? Pourquoi imposer celui-là plutôt qu'un autre? Et c'est pas toujours le bon choix. Vous savez, quand je reviens à la guerre d'Irak, ça aurait été plus intelligent d'aller discuter avec Saddam Hussein, hein, que d'avoir fait ce qui a été fait. Surtout qu'il aurait été prêtre. Il valait mieux avoir lui là-bas que tous ceux que nous avons maintenant. Alors, les mauvaises langues ou les bonnes langues disent que Laurent Gbagbo était prêt à partir du pouvoir. Oui, on l'a dit, mais mais c'est normal, mais tu vois, ça passe, il peut en avoir marre aussi, il se dire après tout, j'en ai marre, je prends mon magot et je m'en vais. Il peut très bien se dire ça, ce qui est tout à fait légitime. Non, il a choisi de rester. Bon, il n'a pas tout à fait tort de parler comme il parle. Hein. Vous avez suivi son discours hier? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas tout à fait tort de parler comme ça. Il parle comme un homme d'État.
Et actuellement, je pense que l'autre est dans une position plutôt, enfin, je sais pas, tout ça, ça me paraît quand même un peu, non, Donc pas vous très dites qu'il y a, sérieux. vous dites qu'il y a trop d'ingérence dans Absolument. le truc Pour moi, il y ivoirien. a trop d'ingérence. Donc il faut respecter la constitution ivoirienne. Si on avait laissé faire, il y a quelques années, ce qu'il y avait eu, au lieu de se mettre au milieu, ben, on n'aurait pas ces problèmes d'aujourd'hui. Ouais. Bon, je suppose que le Nord, à l'époque, aurait pris le pouvoir, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes depuis toutes ces années. Tout le peuple, finalement, c'est le peuple qui paye. Hein. Est-ce que le Nord ne serait pas est-ce que dans votre conception, vous ne vous dites pas que si le Nord avait été aux affaires, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire pour vous? Alors, je pense que depuis ces années-là, ça serait stabilisé, parce que vous savez, chaque pays a ses contraintes et ses obligations. Bon, l'obligation, c'est le business. Bon, il serait rentré dans les normalités. Et comment vous voyez l'avenir de la Côte d'Ivoire? Ben, pour l'instant, on ne le voit pas trop. Il y en a qui parlent de faire une fédération de deux républiques. Ça me paraît, Délicat. ça me paraît délicat. Hmm. Ouais. Vous recevez beaucoup de monde. Est-ce que, au fur et à mesure des réceptions, vous les voyez tristes par rapport à la Côte d'Ivoire ou vous les voyez regardis? De qui vous parlez là? Ceux qui vous fréquentent. Ben, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui cherchent à profiter de la situation, hein, puis ceux qui pensent vraiment pour leur pays. Vous savez, moi, je fais la différence entre un homme politique et un homme d'État. C'est très différent. Et l'homme d'État, ben, il pense à son pays. L'homme politique, il pense à se faire élire, à avoir son fauteuil et sa casquette. Voilà. Et son chauffeur. C'est très différent. En Côte d'Ivoire, en ce moment, C'est qui vous partout. paraît être homme d'État et homme politique? Ben, ces jours derniers, Gbagbo semble être plus homme d'État. Hein, j'ai l'impression. Peut-être qu'il a mûri, vous comprenez? Peut-être qu'il a l'expérience quand même du pouvoir depuis quelques années. C'est pas à négliger. Mais je pense que ce serait mieux de discuter avec lui, vous voyez, de se mettre à table avec lui et puis de voir ce qu'on peut faire. Je crois. Pas recommencer l'histoire de Saddam Hussein. Ah, pas recommencer l'histoire de Saddam Hussein, c'est-à-dire Père a commencé, George Bush a terminé, Chirac a commencé sur la Côte d'Ivoire, Sarkozy la termine. Ben, c'est son point de vue, je ne sais pas. Est-ce qu'il a les bonnes informations? Je ne sais pas. Je sais pas. Parce que malheureusement, nos hommes d'État actuels sont tous entourés par, vous savez, on appelle ça un cabinet ou d'autres. Est-ce qu'ils sont vraiment au fait de la réalité? Je ne sais pas. Je Mhm. leur souhaite. Pour vous, y a-t-il une politique africaine de la France? Alors ça, j'en sais rien. Mhm. Je sais pas. Et l'avenir de la jeunesse, comment vous la voyez, l'avenir de la jeunesse africaine, dans sa globalité? Eh ben, la jeunesse, il faut qu'elle se prenne en main et que ce soit eux qui s'occupent du pays et pas de l'extérieur. On ne s'occupe pas de l'extérieur. Mhm. En 2011, les pays africains, pas mal, il y aura la RDC, les élections présidentielles, il y aura le Cameroun et bien d'autres qui vont Il faut qu'ils suivre. fassent très attention tous. Hein. Ouais. Tous ceux qui vont aux élections présidentielles en 2011. Oui, il faut qu'ils fassent attention et qu'ils pensent un peu au pays avant de penser à eux ou à leur famille ou à leur club. C'est-à-dire? Bah, vous savez, tout le monde a un club. Ici, en Europe, il y a des clubs. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas dans le club, vous ne faites pas d'affaires. Hein, si toi, vous voyez, comme on parle actuellement de l'ENA, vous voyez, de l'ENA, tous ces gens de l'ENA qui font n'importe quoi, qu'on met partout et qui ils ruinent toutes les affaires où on les met. C'est pareil, il faut que le club soit un peu plus ouvert que ça. Je pense que les jeunes, avec les spectacles qu'ils ont actuellement, je pense qu'ils vont avoir conscience de ça. Ouais. On va revenir et terminer sur le livre. Il y aura combien de pages à peu près? 300. Et dans les 300 pages, combien de pages de révélations explosives? Pas beaucoup, parce que ça a été rajouté et j'ai fait. Ce sont des chapitres très Concentrées? Ouais. Le titre du livre? Bah, c'est Noir Canon, parce qu'on ne peut pas le changer. C'était appelé Noir Canon. On a changé la couverture, parce qu'avant, il y avait un canon qu'avait mis l'ancien éditeur, que j'ai toujours trouvé, moi, un peu. Hein, et maintenant, c'est la couverture qui est noire. C'est marqué Noir Canon, c'est tout. Oh. L'important, c'est le prologue, si on veut, enfin, dans les premières pages.
Et puis les dernières pages, dans les textes, il y a des choses qui ont été changées, ajustées, mais c'est surtout les derniers paragraphes. Justement, l'éditeur me dit qu'ils sont trop concentrés, et ça méritait d'être développé. Mais ça, il faut faire un autre livre. Parce que ouais, si je voulais rajouter un R, je ne pouvais pas, il a fallu rajouter 300 pages. La question, c'est, moi je me suis interrogé sur le titre, Noir Canon. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est l'ancien éditeur qui a voulu ça. Qu'est-ce que ça vous évoque? Rien du tout. Noir Canon, rien du tout. Non. Vous savez, je dis dedans une chose, que, vous savez, on m'a beaucoup interviewé sur ce premier livre, Noir Canon, à l'époque. On m'a beaucoup interviewé à cause d'une affaire avec Kadhafi, surtout à cause de ça. Et on m'a posé souvent la question, est-ce que ça vous dérange de vendre des armes? Alors moi, je leur ai dit, surtout à une dame de la télévision française, je lui ai dit, écoutez madame, posez-moi une question intéressante, vous aurez une réponse intelligente. Ça ne veut rien dire. Pour moi, ce n'est pas les armes qui font les guerres, ce sont ceux qui écrivent, les discours, les hommes politiques, ce n'est pas les armes. Les armes, elles viennent après. Mais au départ d'une guerre, ce sont les écrits, les journalistes, les discours, c'est ça qui fait les guerres. Quand vous regardez 70, que vous regardez 14-18, que vous regardez 39-40, c'est quoi? C'est les discours. Les discours d'Hitler, c'est ça qui a fait les guerres. C'est pas les armes. Les armes, malheureusement, elles viennent après. C'est pas parce qu'on a des armes qu'on fait la guerre. C'est pas vrai. Mais c'est parce qu'on fait la guerre qu'on a les armes. C'est parce qu'on... Oui, bien sûr. Les armes... Il y a la guerre des mots aussi, qui ne nécessite pas d'avoir... C'est la guerre des mots qui provoque la fabrication et l'acquisition des armes. Il y a trop d'armes en Afrique pour vous? En Afrique francophone, par exemple? On peut avoir beaucoup d'armes, mais il s'agit de ne pas s'en servir, ou au moins de s'en servir pour une cause légale et démocratique. Je voudrais une dernière question sur la Côte d'Ivoire, et on en aura vraiment terminé. Est-ce que vous pensez que pour comprendre la problématique ivoirienne, il faut la pensée économique? Ah ben c'est obligatoire. Il n'y a pas de pays maintenant sans économie. Hein. C'est obligatoire. C'est normal. Monsieur Starkman, je vous remercie. C'est un plaisir. Bonne chance à l'Afrique. Nassau.